Bonjour, Bonjour. J'ai le plaisir d'être avec Bernard Anthony. Vous êtes le président de la Griffe. Mais le plaisir est réciproque et vous êtes ici à la Griffe chez vous. Merci, cher Bernard Anthony. D'abord, rappelez-nous ce qu'est la Griffe. Il y a toujours des personnes qui vous découvrent. Vous avez créé une association unique en France qui est une structure à la fois de vigilance, de défense, dès que la patrie est attaquée, dès que l'on attaque la France ou dès que l'on attaque la religion chrétienne. Ou le catholicisme. Voilà, alors la Griffe, d'abord, c'est un nom un peu long, c'est un acronyme. La Griffe, c'est aussi une gestuelle. Griffe, vous griffez ceux qui vous font mal. Quand nous avons créé cela, avec quelques avocats amis, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est griffer face au soi-disant antiracisme, qui est un racisme en sens contraire. Ce que nous avons d'ailleurs théorisé depuis amplement, et les faits ont prouvé. Alors, Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Ce qui fait que nous pouvons décliner cela en précisant bien, nous défendons tous les Français agressés parce qu'ils sont Français, quelle que soit leur race et leur religion, quelle que soit leur race et leur religion, et nous défendons tous les chrétiens attaqués parce que chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, protestants, et quelle que soit naturellement leur origine. Leur nationalité aussi, peut-être pour les chrétiens. Leur nationalité aussi, parce que la Griffe, c'était évidemment une dimension patriotique, mais dans le sens de ce combat pour la chrétienté que je défends, et qui n'est pas un combat replié à l'intérieur des frontières auxquelles nous tenons, mais il y a une dimension universelle de la chrétienté. D'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué, et certaines études semblent le démontrer, que de plus en plus de Français qui s'étaient éloignés de la religion, des non-pratiquants, se revendiquent maintenant chrétiens culturellement, parce qu'ils le font d'une manière civilisationnelle. Oui. C'est un peu insuffisant, mais c'est déjà bien. Non, c'est déjà bien quand même, Bernard Anthony. Je l'ai ajouté immédiatement, mais c'est déjà bien, c'est émouvant, et voilà pourquoi nous affirmons le principe d'identité, mais en précisant bien ses limites aussi, parce que qu'est-ce que c'est que notre christianisme? C'est d'abord une réponse, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi vivons-nous? Pourquoi mourrons-nous? On ne peut pas oublier cela, mais bien entendu, le christianisme, héritier non seulement de la civilisation judéo-chrétienne, donc de la Grèce et de Rome, a une dimension civilisationnelle, mais bien sûr, il a pris, et plus que jamais aujourd'hui, une dimension identitaire, parce que nous savons bien que, comme le disait Paul Valéry, nous autres civilisations savons que nous sommes mortels, et notre civilisation est bien menacée aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai jadis développé un article intitulé « Le génocide français ». Et hélas, j'aurais bien aimé avoir tort, mais je me rends compte que j'avais eu quelques anticipations donc vérifiées. Ressentez-vous, à une certaine époque, beaucoup de nos compatriotes étaient offusqués parce que dans les médias, on se moquait un peu trop facilement du pape, de la religion, même parfois certaines insultes. Dans les transports en commun, on disait « Est-ce que tu es français ?» Est-ce que les choses... Il y a eu beaucoup d'anecdotes, de faits divers qui sont ressortis. Est-ce que ça s'est calmé ? Ou est-ce que ça s'est amplifié? Quelle est la situation? Est-ce que vous êtes un bon observatoire? Oui. Je pense, hélas, que ça ne s'est pas calmé. Ça s'est calmé sous la plume des polémistes anti-chrétiens ou anti-patriotes. Là, parce qu'ils font attention. Comme on l'écrivait dans un journal, je ne citerai pas, faites attention, la Griffe vous lit ou vous écoute. Bon, donc, mais par ailleurs, dans la réalité de la vie, dans ce qu'ils appellent les quartiers, c'est-à-dire ces zones d'un endroit, ça ne s'est pas calmé. Et il y a plutôt accentuation. Voyez-vous, ici, nous avons dans ces locaux, à peu près une fois par mois, une réunion avec de chers amis, des frères, vraiment qui sont des musulmans convertis au christianisme. De même que nous avons un cercle d'amitié française, juive et chrétienne, mais force est de voir qu'il y a une pression sur notre société, une pression
d'islamisme djihadiste conquérant, comme on voudra, et que c'est un des grands défis. Ce n'est pas le seul, mais c'est un défi essentiel de notre société. Oui, mais Bernard Anthony, je discutais de vous quelques semaines avec un taxi. Il était algérien, musulman. On parlait du combat que mène la Griffe. Lui-même se revendiquait algérien, non pas français, et musulman. Mais il me dit, je les comprends. Je les comprends parce que dans ma communauté, certains se comportent un peu trop mal et chez nous, ils ne feraient jamais 1/10 de ce qu'on leur permet ici. Vous avez un soutien finalement. Oui, parce que nous distinguons bien l'islam, que nous ne voulons pas en tant qu'ordre théocratique totalitaire. Il y a des islams. Il y a différentes dimensions, différents degrés dans l'islam. Mais il y a aussi donc vous avez suffisamment eu d'amis, des Chibani, comme on dit, musulmans, pour savoir que ce ne sont pas des... Vous êtes ici dans mon beau bureau, je ne l'ai pas fait exprès. Vous voyez cette photo, que je n'avais jamais, qui est celle du Bachadia Boualem. Voilà, j'allais dire le Bachadia Boualem. Donc pour moi, le Bachadia Boualem est un des hommes auxquels j'ai consacré une de nos dernières revues, parce qu'il est l'homme de ce qui aurait pu être une grande espérance française. Dans la rencontre des peuples de métropole et d'Afrique du Nord, donc... s'il y a bien une famille politique qui exclut tout racisme, même si hélas on fait du racisme une incantation aujourd'hui exaspérante, si on le met à toutes les sauces avec une extension du concept de plus en plus incompréhensible, mais donc là nous sommes ici sur un idéal à la fois français, humain, universel. Donc la France est une grande nation qu'il nous faut préserver et qui pouvait rassembler des peuples d'origine différente, comme Rome. Nous sommes fils de Rome. Charles Maurras, le maître du nationalisme à la française, disait « Je suis de Martigues, je suis de Provence, je suis français, je suis romain, je suis universel. » Et ici, c'est un plaisir, une tristesse, que de parler, comme on va le faire ce soir, avec mon grand ami Mohamed Christophe Bilek, avec le pasteur Saïd Oujibou, ces gens qui sont des Français, qui ont appris à aimer la France, et de se dire qu'on a gâché une immense chance civilisationnelle. Vous avez dit un mot, Bernard Anthony, je suis d'une famille politique. Mais vous n'avez pas de famille politique actuellement. Ceux qui pensent comme vous semblent orphelins politiquement. C'est vrai, c'est très très vrai. J'ai plus une famille spirituelle, culturelle, patriotique, mais si vous me demandez aujourd'hui si je me reconnais vraiment dans un parti politique, hélas non, j'ai des amis dans plusieurs partis politiques, mais ici, il n'y a pas le siège d'un parti politique, parce que la politique, pour l'instant, c'est un ordre dans lequel nous ne reconnaissons pas l'organisation que nous voudrions. Alors nous, notre devoir, c'est un devoir de compréhension des phénomènes. Nous rencontrons des politiques, je rencontre des amis du Front National, je dîne dans 15 jours avec un ami du parti Les Républicains. Je refuse évidemment ceux qui me disent « Comment vous rencontrez ces gens-là » Oui, je rencontre de toutes sortes. Beaucoup de vos adhérents ont dû voter pour François Fillon. Mais beaucoup de nos adhérents ont voté pour François Fillon, d'autres ont voté pour le Front National, d'autres encore dans une grande diversité. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de nous reconnaître, en attendant que se structure peut-être l'organisation politique qui nous représenterait, c'est de reconnaître les valeurs profondes que nous défendons, que j'ai déjà un peu exprimées. Voilà. Quand on adhère à la Griffe, on reçoit un bulletin régulièrement, vous nous expliquez quels sont les combats que vous menez. L'argent de ces cotisations vous sert à être vigilant, mener des combats ? Alors écoutez, d'abord, ça nous sert à mener beaucoup de procès. Et nous ne gagnons pas... Du reste, vous dites mener des combats à vous défendre plutôt.
aussi, à défendre les attaques anti-françaises ou anti-chrétiennes. Oui, à nous défendre, nous, en tant qu'Adrif, nous sommes aujourd'hui peu agressés. Défendre, je veux dire. Mais, bien sûr, nous défendons, je l'ai dit tout à l'heure, finalement, les Français, quel que soit leur origine, les chrétiens, surtout contre, et aussi contre un certain antiracisme, qui est un racisme en sens contraire. Parce que comment a évolué l'antiracisme ? Au début, il fallait pouvoir donc défendre ceux qui étaient attaqués pour des raisons d'appartenance raciale. Sur ça, on est d'accord. Mais ensuite, c'est toute préférence qui est devenue condamnable. Alors, donc là, vous n'avez pas le droit de préférer votre culture, pas le droit de préférer votre religion, pas le droit de préférer votre appartenance matrimoniale, que sais-je encore, votre culture. Donc là, il y a eu une dérive nihiliste de l'antiracisme. Et nous avons été les premiers à la mettre en avant. Tous les peuples du monde se reconnaissent dans une hérédité, dans une continuité, dans une culture. Et tout cela, c'est ce qu'on veut briser sur un phénomène que nous analysons en ce moment de déconstruction qui s'est épanoui avec mai 68, en quoi mai 68 est une révolution. Donc dans la continuité marxiste-léniniste, ça n'a pas été une révolution seulement de gamins en mal de libertarisme. Non, non, non. Il y a une profonde perversion nihiliste de mai 68. Et c'est pour ça, j'ai dit notamment, en cette année, l'année qui vient de s'écouler, 2017, que le communisme était une des formes les plus achevées du racisme, en tant que système de haine, de racialisation de la classe. De même que les nazis tuaient pour appartenance à une race, les communistes ont tué pour appartenance à une classe. Et c'est en cela que je crois que nous sommes un mouvement profondément défenseur de la liberté, en tant que nous refusons ces totalitarismes de la classe ou de la race. D'ailleurs, vous me tendez la perche pour parler de votre actualité avec le livre, le DVD qui vient de sortir, Bernard Anthony. Vous mettez finalement les mêmes gènes au communisme et au nazisme. Écoutez, nous avons fait une de notre revue Reconquête avec Hitler et Staline. Comme le disait le grand historien protestant de culture Pierre Chaunu, c'était des jumeaux hétérozygotes. C'est-à-dire qu'il y a un gène qui est commun. Je ne sais pas s'il y a qu'un gène, mais en tout cas, au moins, ce sont les mêmes, c'est le même totalitarisme. Et cela s'est oublié. Évidemment, on parle beaucoup de l'abomination nazie, trop peu de l'abomination communiste. Ça, c'est intéressant à creuser. Et pourquoi ? Alors que, quand on interroge l'histoire, et ça, c'est irréfutable, Hitler a été un élève de Staline, historiquement. Les deux hommes s'admiraient, avant évidemment comme des démons, avant de se haïr. Mais si l'on prend l'exemple de la Gestapo, elle a été forgée sur l'imitation de la Tchéka bolchevique. L'univers concentrationnaire communiste, le goulag, a été le modèle de l'univers concentrationnaire nazi. Quand on me dit, mais enfin, il n'y avait pas des tentes de la mort du communisme, je dis pardon, mais vous ignorez la Colima, vous ignorez Magadan, vous ignorez. Les deux systèmes étaient des systèmes jumeaux, mais jumeaux comme des démons qui vont évidemment s'anéantir. Pourquoi tant d'oubli de la part à la fois de l'éducation, des médias, de l'establishment, finalement. Vous ne pouvez pas en vouloir Bernard Anthony, au brave monsieur, la brave dame que vous croisez au coin de la rue, qui va vous dire, ben non, c'est pas la même chose, monsieur Anthony. Parce que ces personnes ont été influencées. On leur explique à longueur de temps, ben non, c'est pas pareil. Et oui, parce que là, il y a tout un système d'occultation, un système de mémoricide, ce qui fait que la mémoire des abominations perpétrées par l'humanité, c'est le mystère du mal déjà, est très inégale. Or, il y a une continuité totalitaire.
c'est mon grand ami Gilles William Goldnadel, qui est le président par ailleurs de France Israël, et oui, je suis son ami, ça déplaît à certains, c'est comme ça, mais qui a fait une préface remarquable au livre de mon ami Rénal Sécher, qui s'intitule du génocide au mémoricide sur la Vendée. Il y a une continuité totalitaire. La Vendée a inspiré les communistes. La Vendée a été le modèle inspirateur de toutes les grandes abominations modernes. Il ne faut pas oublier que les dirigeants jeunes turcs, c'est trop oublié aussi, j'en parle souvent avec nos amis arméniens, les dirigeants jeunes turcs, Enver Pacha, Talat Pacha, Nazim Bey, sont venus à Paris, ce sont les élèves de la Sorbonne, ils ont été admirateurs du modèle exterminateur jacobin. Les communistes ont fait de même. Les communistes ont fait de même, ça n'est pas pour rien que tous les leaders Khmer rouges ont été éduqués ici, dans le quartier. Pol Pot en premier. Quant aux nazis, eh bien, ils sont les héritiers, eux aussi, bien sûr, de toute une perversion de la culture allemande, mais ils se sont enracinés aussi dans le modèle stalino-léniniste. Et donc là, alors, pourquoi ce déséquilibre dans la mémoire ? Parce que le réseau du Parti communiste demeure très fort. Même si électoralement, ça n'est plus grand-chose, il suffit d'écouter telle radio que je ne citerai pas pour se dire, mais ce sont de purs bolcheviks. Ils y sont encore. Le Parti communiste ne fait plus beaucoup de voix, mais le réseau de désinformation bolchevique fonctionne toujours. Et voilà pourquoi cette explication sur laquelle s'est interrogé le philosophe admirable qui vient du Parti communiste, Alain Besançon, pourquoi on consacre beaucoup plus à la mémoire de l'abomination nazie qu'à la mémoire de l'abomination bolchevique. Or, est-ce que des malheureux ici, nous avions la semaine dernière Madame Billon Boon-Horn, épouse de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Cambodge, que nous avons livré au Khmer Rouge. Donc, est-ce que les cadavres des petits Cambodgiens sont moins émouvants que les cadavres des petits juifs? Non, pour nous, que ce soit des petits juifs, je prends les petits, les adultes bien sûr, mais que ce soit des exterminés cambodgiens, arméniens, juifs, nous les considérons de la même façon. C'est le crime contre l'humanité, le crime contre l'être. Alors l'année dernière, pour ses 100 ans, 1917-2017, il y a eu le livre que vous avez signé, nous rappeler ce qu'était le communisme, et puis un film qu'on peut visionner encore sur Internet, on le trouve via TV Liberté, 100 ans de crimes communistes, et pour aider à financer ce film, vous le vendez en DVD, il faut l'acheter en DVD. On le vend en DVD, et parce qu'il y a encore une tradition qui est perpétuée de ne pas aller chercher sur Internet. Certains préfèrent mettre dans la boîte. C'est pour une bonne action. C'est une bonne action. Voilà. Exactement. Alors j'ai essayé donc ce DVD sous l'égide de TV Liberté. Nous avons bien travaillé avec Martial Lubild, avec Arnaud Soyer, avec différents orateurs qui se succèdent après moi. Je suis trop dans ce DVD. Et puis, c'est ce livre qui m'a causé beaucoup de difficultés, parce que quand je me suis mis à le travailler sur demande de mes amis, j'ai étalé dans mon immense bibliothèque 400 titres sur le génocide, tout ce qu'il y a sur le communisme, et comment en faire un condensé. J'ai essayé, ça m'a causé des nuits d'insomnie, et puis parce que j'ai peut-être pas ce génie immédiat de la synthèse, j'ai beaucoup travaillé. J'espère avoir fait quelque chose qui puisse être accessible pour notamment les étudiants. Parce que si l'on compare aux œuvres admirables de Stéphane Courtois, mais Courtois... Sur le vrai bilan du communisme. Le vrai bilan, son livre sur Lénine, ou de Volton, ces 3 gros volumes, donc ce sont des milliers de pages. Heureusement que ça existe. Je les cite naturellement.
mais il faut essayer de résumer un peu. Et j'ai trouvé, ça vaut ce que ça vaut, mais je le défends et je n'ai pas été contesté. Qu'est-ce qu'il y a de commun à tous les régimes communistes du monde, depuis la révolution de 1917? Le parti, bien entendu. Mais ensuite, la Tchéka, la police. Lénine dit « tout bon tchétiste, tout bon communiste est un bon tchétiste ». Et ensuite, le goulag. Parce que dès 1920-21, ils ont été effrayés à l'idée qu'ils tuaient par trop et que ça enlevait de la main-d'œuvre. Et donc l'idée du goulag est venue. On retrouve ça partout. Le parti, dans les 50 pays où le communisme s'est abattu, la Tchéka, avec ses procédés de terreur de masse et d'extermination, le génocide ukrainien, l'Holodomor, entre autres, le génocide, partout on retrouve ça. Et puis donc, le goulag, bien sûr, en Union soviétique, en Chine, au Vietnam, même à Cuba, un petit goulag, en quelque sorte. Voilà, on retrouve ça partout. Ce sont les trois piliers, en quelque sorte, de l'ordre communiste. Après, il y a des aspects différents selon les pays, bien entendu. Un extraterrestre arrive de la planète Mars. Il est au coin de la rue, un martien. Il doit retourner dans 2 minutes dans sa soucoupe volante. Il a exploré la Terre, l'eau, les êtres humains, les animaux. Et il a vu ce mot communiste, communisme, un peu partout. Il vous croise au coin de la rue. Monsieur Antony, je dois retourner dans ma soucoupe là. Comment vous me résumeriez? C'est quoi le communisme? Le communisme, je vais vous le résumer. En une seule phrase. Elle n'est pas de moi. Elle est d'un homme auquel la France doit beaucoup, qui n'est pas exactement de ma paroisse. Je suis catholique, il était juif. Je suis un malheureux littéraire, c'était un scientifique. Il était franc-maçon, pas moi, et il était socialiste. Eh bien, dans toutes les réunions que j'ai menées, j'ai voulu rendre hommage à cet homme. C'était Jules Motte. Jules Motte, ministre de l'Intérieur du gouvernement Ramadier, qui disait à l'Assemblée nationale, dans son discours célèbre de novembre 1947, le bolchevisme a constitué le plus gigantesque système d'asservissement que l'humanité ait jamais connu. Et pourtant, Jules Motte avait été résistant. Son fils avait été tué, résistant lui-même, par la Gestapo. On ne peut pas le suspecter de sympathie pour le nazisme. Eh bien, cet homme-là avait pesé que pourtant la monstruosité communiste était encore supérieure à la monstruosité nazie, en extension en tout cas. Jules Motte. Et c'est Jules Motte qui a empêché le Parti communiste de prendre le pouvoir au moment des grèves insurrectionnelles du Nord et ailleurs. N'oublions pas, le général de Gaulle avait 5 ministres au gouvernement, et puis il a démissionné, et heureusement que dans le gouvernement socialiste, alors vous voyez, je ne suis pas suspect de sympathie socialiste, mais la vérité est la vérité, elle ne se partage pas. Et il y a des grands Français, à droite comme à gauche, en voilà un, et en une seule phrase de ce discours admirable, que je pourrais tout vous lire, mais ça, c'est pas possible. On peut le retrouver. Voilà, on peut le retrouver. Dernière question, la mairie de Paris avec une exposition sur le Tché, plutôt à la gloire du Tché, dans la présentation, c'est ce qui vous a irrité. C'est l'une des récentes actions menées actuellement par la Griffe. Voilà, alors c'est intolérable parce que le Tché, Anne Hidalgo l'a présenté pour cautionner cette exposition comme un héros romantique. Oui, mais c'est ce qui est dit. Vous avez tous les gamins, les ados avec les t-shirts, le Tché, mais qui ne savent pas. Ils mettent le Tché comme ils mettraient Johnny Hallyday. Exactement pareil. C'est une... À part que Johnny n'a pas tué... Il n'a tué personne. Il n'a tué personne, selon ce que je sais. Voilà, donc le Tché a été un idéologue sanguinaire. Alors évidemment, il a ce visage un peu christique. On a
tirer des centaines de millions peut-être de son t-shirt. Pourquoi? Parce qu'il a été auréolé de son désir de révolution. Or, qui est le Che? Révolutionnaire, fils de la bourgeoisie argentine, donc compagnon de Fidel Castro, et il s'illustre là dans la conquête du pouvoir castriste par sa cruauté particulière, parce qu'il n'hésitera pas à faire fusiller un gamin qui a volé des fruits sans son autorisation. Puis ensuite, il devient, entre guillemets, le ministre de la Justice de Fidel Castro. Et il va siéger là, donc, comme un ordonnançateur, comme un vrai jacobin de la Révolution française. Enfin, il assiste en fumant son cigare à la mise à mort de centaines de dits contre-révolutionnaires. Et puis ensuite, le Che va être écarté, parce que tout le monde le sait bien, par Castro, parce que Castro le trouve sans doute trop révolutionnaire, trop cruel. Il bascule en réalité dans l'admiration pour Mao Tse-tung, qui, au poids des cadavres, l'emporte encore sur Staline et l'emporte sur Hitler. Ne l'oublions pas, ce Mao qui a été la coqueluche de certains en mai 68, au poids des cadavres, il les dépasse tous. Le Che est fasciné par Mao Tse-tung. Et il veut, lui, se tailler une place dans le panthéon révolutionnaire. Il part en Afrique. Et là, j'ai une anecdote que j'ai jamais racontée pour une télévision, je vous la réserve, c'est que ici, j'avais pour ami, il est mort, un grand homme, Pierre Klosterman, compagnon de la Libération, l'aviateur. Et Pierre Klosterman était venu lors de notre journée d'appel à un procès international des crimes du communisme. Il avait parlé, il était un grand admirateur de Jean-Baptiste Biaggi, mon maître et ami. Et Klosterman, après, nous avait raconté ceci, c'est que le hasard des choses avait fait qu'il était tombé à l'aéroport d'Alger sur le Che. Et le Che était déçu, il venait d'échouer dans son entreprise de subversion au Congo. Klosterman m'a dit il était d'un racisme épouvantable, parce qu'il avait échoué. Donc, et c'est après cela qu'il partait en Bolivie. Donc le Che était un homme d'une immense cruauté. Il était un pur produit de la dialectique stalino-maoïste. Donc, consacrer une exposition à la gloire de cet homme qui a été un criminel contre l'humanité, c'est abominable. Surtout le qualifier de romantique. De héros romantique. Parce qu'à ce moment-là, on va dire que Goebbels c'était un héros romantique. Et pourquoi pas Merci Bernard Anthony pour ce moment merveilleux. Vous m'avez reçu chez vous dans votre bureau, au siège de la Griffe. C'est l'Alliance. Vous n'y venez pas assez souvent. C'est noté. Bernard Anthony, vous êtes le fondateur de la Griffe. C'est l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. C'est ça, Agrif. On tape sur Internet, Agrif, A-G-R-I-F, et on vous trouve très facilement. Voilà. Merci cher Yannick Urien, et puis moi j'admire ce que vous faites, qui est extraordinaire. Merci, monsieur Anthony.